Le grand salon du hôtel de Crillon scintillait sous les lustres de cristal, chaque reflet dansant sur les visages satisfaits de l'élite parisienne. Les conversations feutrées se mêlaient au tintement délicat des coupes de champagne, créant cette symphonie familière des soirées mondaines où tout le monde se connaît, mais où personne ne se révèle vraiment. Noé Dumas ajustait sa montre. Patek Philippe pour la 3e fois en 10 minutes. Un tic nerveux qu'il avait développé lors des événements qu'il organisait. À 36 ans, il maîtrisait l'art de paraître détendu alors que chaque détail de la soirée était calculé au millimètre. Son costume noir Armani tombait parfaitement sur sa silhouette élancée et son regard gris balayait la salle avec la précision d'un homme habitué à tout contrôler. « Monsieur Dumas, les investisseurs de Hong Kong viennent d'arriver », murmura son assistant Julien en s'approchant discrètement. Noé hocha la tête sans détourner les yeux de l'entrée principale. Cette soirée était cruciale pour le lancement de son nouveau projet immobilier, un complexe de luxe qui révolutionnerait le marché parisien. Tout devait être parfait, comme toujours. Il avait appris très jeune que la perfection était un rempart, contre les questions, contre les failles, contre les souvenirs qui surgissaient parfois au milieu de la nuit, quand le silence devenait trop lourd à porter. « Bonsoir, Noé ». La voix de Madame Dubois, une influente critique d'architecture, le ramena au présent. Il se tourna vers elle avec son sourire professionnel, celui qu'il avait perfectionné au fil des années. « Madame Dubois, quel plaisir de vous voir ce soir. J'espère que vous trouverez notre présentation aussi innovante que... » Les mots se figèrent dans sa gorge. Elle venait d'entrer. Énor Laville traversait le salon avec cette grâce naturelle qui lui était propre, comme si le temps s'était arrêté pour la laisser passer. Sa robe courte, couleur bordeaux, épousait parfaitement ses formes, révélant juste ce qu'il fallait pour captiver tous les regards sans jamais tomber dans la vulgarité. Ses cheveux châtain clair cascadaient librement sur ses épaules, encadrant un visage qu'il avait caressé 1000 fois en rêve. 8 ans. 8 années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, et pourtant, son cœur se remit à battre avec cette intensité désordonnée qu'il croyait avoir définitivement enfouie. « Noé, vous m'écoutez ?» Madame Dubois le dévisageait avec curiosité, mais il ne parvenait plus à se concentrer sur ses paroles. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'Énor, chaque sourire qu'elle adressait aux invités qui s'empressaient de l'accueillir. Elle était différente, plus assurée, plus femme. Le temps avait sculpté sa beauté naturelle en quelque chose de plus profond, de plus magnétique. « Excusez-moi » marmonna-t-il, avant de s'éloigner, laissant Madame Dubois perplexe. Il se dirigea vers le bar, tentant de reprendre contenance. Ses mains tremblaient légèrement, lui qui ne tremblait jamais, même lors des négociations les plus tendues. Il commanda un whisky, puis changea d'avis pour un verre d'eau. L'alcool n'était pas une option ce soir, pas avec elle dans la même pièce. « Bonsoir, Noé », sa voix. Cette voix qu'il entendait encore parfois dans ses rêves, douce et ferme à la fois. Il se retourna lentement, prenant une inspiration profonde, avant de la regarder dans les yeux. Énor se tenait à quelques mètres de lui, un léger sourire aux lèvres qui ne montait pas jusqu'à ses yeux verts. Ces mêmes yeux qu'il avait bouleversés la première fois qu'il les avait croisés, un été à Cannes, quand ils avaient 20 ans et 28 ans et que le monde leur semblait appartenir. Énor. Son prénom résonna étrangement dans sa bouche, comme un mot oublié qu'on redécouvre après des années de silence. « Tu as l'air surpris. Pourtant, mon invitation était parfaitement en règle. » Elle pencha légèrement la tête, un geste qu'elle faisait déjà quand elle était plus jeune, quand elle tentait de déchiffrer ses pensées. « Je ne savais pas que tu serais là. Bien sûr que tu ne le savais pas. Sinon, tu aurais probablement fait en sorte que je ne le sois pas. » Le ton était calme, presque détaché, mais Noé perçut la pointe d'amertume qui perçait sous la surface. Il méritait cette froideur, il le savait. 8 ans plus tôt, il avait disparu de sa vie sans un mot d'explication, comme un lâche. « Énor, écoute. » « Non. » Elle leva délicatement la main, l'interrompant. « Pas ici. Pas maintenant. Tu as des invités, une soirée à gérer. Je ne suis venu que pour voir ton projet. J'ai entendu dire qu'il était révolutionnaire. » Elle prononça le dernier mot avec une ironie subtile qui lui serra la poitrine. Tout chez elle était différent. Sa façon de se tenir, de parler, de le regarder. La jeune femme passionnée et spontanée qu'il avait connue avait laissé place à cette version plus sophistiquée, plus maîtrisée, plus distante. « Tu travailles dans l'immobilier maintenant ?» demanda-t-il, tentant de maintenir une conversation normale malgré le chaos qui régnait dans sa tête. Entre autres choses. Elle sourit et cette fois, le sourire atteignit ses yeux, mais pas de la façon qu'il espérait. C'était le sourire de quelqu'un qui avait appris à garder ses distances. « Je gère une société d'événements culturels. Expositions, vernissages, lancements,
tout ce qui touche à l'art et à la culture. Bien sûr, elle avait toujours été passionnée par l'art, capable de passer des heures dans les musées à analyser chaque détail d'une œuvre. Il se souvenait de leur week-end au Louvre, quand elle lui expliquait l'histoire derrière chaque tableau avec une passion contagieuse. C'est formidable. Tu as toujours voulu faire ça. Les gens changent, Noé. Les rêves aussi. Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de souvenirs. Autour d'eux, la soirée continuait, mais ils semblaient enfermés dans une bulle invisible où seul existait leur regard qui se cherchait et se fuyait tour à tour. Monsieur Dumas, Julien apparut à ses côtés, visiblement mal à l'aise d'interrompre. Les investisseurs attendent votre présentation. Noé hocha la tête sans quitter Hénor des yeux. J'arrive. Quand il reporta son attention sur elle, elle reculait déjà d'un pas. Vas-y, fais ton show. Moi, je vais admirer ton projet révolutionnaire. Elle se tourna pour partir, mais il ne put s'empêcher de la rappeler. Hénor? Elle s'arrêta sans se retourner. Je suis content de te voir. Cette fois, elle tourna la tête, juste assez pour qu'il voie son profil, et murmura avec une tristesse qu'elle ne chercha pas à cacher. Moi aussi, Noé. C'est bien ça le problème. Ça y est, elle s'éloigna, laissant derrière elle ce parfum discret de jasmin qu'il n'avait jamais oublié, et un homme qui venait de réaliser que 8 années de construction personnelle pouvaient s'effondrer en quelques minutes. Noé resta immobile, le regard perdu dans la foule où la robe bordeaux d'Aénor disparaissait entre les invités. Pour la première fois depuis des années, il se sentait totalement et irrémédiablement vulnérable. La présentation s'était déroulée comme un rêve éveillé pour Noé. Les mots sortirent de sa bouche avec leur précision habituelle. Les graphiques défilaient sur l'écran géant, les investisseurs hochèrent la tête avec satisfaction, mais son esprit était ailleurs, complètement ailleurs. Il revoyait sans cesse ce moment où Hénor avait murmuré « C'est bien ça le problème », avant de disparaître dans la foule. Ces 6 mots avaient résonné en lui comme un écho douloureux, révélant une vérité qu'il avait passé 8 années à fuir. « Magnifique présentation, Noé !» s'exclama Henri Moreau, l'un des principaux investisseurs, en serrant chaleureusement sa main. « Ce projet va révolutionner le marché immobilier parisien. » « Merci, Henri. Votre confiance nous honore. » Les formules de politesse coulèrent de source, automatiques, pendant que ses yeux balayaient discrètement le salon à la recherche d'une silhouette en robe bordeaux. Elle était là, près des maquettes architecturales, penchée sur les plans avec cette concentration intense qu'il lui connaissait si bien. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-il à Henri avant de s'éloigner, attiré par une force qu'il ne contrôlait plus. Hénor étudiait les détails du projet avec un regard professionnel, prenant parfois des notes sur son téléphone. Elle avait toujours eu cette capacité à s'absorber complètement dans ce qui l'intéressait, oubliant le monde autour d'elle. « Alors, verdict ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle leva les yeux, et pendant un bref instant, il crut voir quelque chose s'adoucir dans son regard. « C'est impressionnant, » admit-elle. « L'intégration des espaces verts, la gestion de la lumière naturelle, tu as toujours eu ce don pour créer des lieux où les gens ont envie de vivre. » Le compliment le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Venant d'elle, il avait une saveur particulière, celle de la reconnaissance de quelqu'un qu'il avait vraiment connu. « Tu te souviens de nos discussions sur l'architecture humaniste ?»« Bien sûr que je me souviens. » Sa voix se teinta d'une mélancolie qu'elle tenta aussitôt de masquer. « Tu rêvais de construire des bâtiments qui racontent des histoires. Et toi, tu disais que chaque espace devait avoir une âme. » Le silence qui suivit fut chargé de souvenirs. Ces longues soirées d'été où ils refaisèrent le monde, allongés sur la terrasse de la maison de Cannes, leurs rêves entremêlés sous les étoiles. « Les choses changent, » murmura-t-elle finalement. « Pas toutes. » Elle le regarda alors, avec une intensité qui le désarma complètement. Dans ses yeux verts, il eut une interrogation muette, comme si elle cherchait à percer le mystère de sa disparition. « Pourquoi es-tu parti, Noé ?» La question tomba entre eux comme une pierre dans un lac tranquille. Simple, directe, terrible dans sa simplicité. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire qu'à l'époque, il se noyait dans une noirceur qu'il ne comprenait pas lui-même? Que chaque matin était une bataille pour se lever, chaque sourire un masque de plus en plus lourd à porter? Ah, Hénor, non, ne me dis pas que c'était compliqué. Ne me dis pas que tu n'étais pas prêt. Nous avions 20 ans et 28 ans, Noé. Nous parlions d'avenir. Tu parlais d'avenir. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Même pas un message. Sa voix resta calme, mais il percevait la douleur sous-jacente, cette blessure qui n'avait visiblement jamais complètement guéri. « Tu as raison, je te dois des explications. »« Tu ne me dois rien. » Elle secoua la tête. « Plus maintenant. J'ai juste besoin de comprendre, pour pouvoir tourner la page définitivement. »
Ces derniers mots lui firent l'effet d'un coup de poignard. Tournez la page. Définitivement. Nous pourrions en parler ailleurs, pas ici, pas avec tous ces gens. Non, sa réponse fut ferme. Je ne veux pas être seul avec toi. Pas encore. Pas encore. Ces deux mots contenaient peut-être un espoir, si ténu qu'il n'osait pas s'y accrocher. Alors quand? Elle hésita et il vit qu'elle se livrait à un combat intérieur. Demain, le café de Flore, 15 heures. Tu connais l'endroit. Bien sûr qu'il connaissait. C'était là qu'ils avaient eu leur premier rendez-vous, dans ce café mythique de Saint-Germain-des-Prés, où ils avaient passé des heures à refaire le monde autour d'un simple espresso. J'y serai. Bien. Et Noé? Elle fit un pas vers lui, suffisamment proche pour qu'il sente à nouveau ce parfum délicat qui lui faisait perdre tous ses moyens. Cette fois, j'attends la vérité, toute la vérité. Elle s'éloigna sans ajouter un mot, laissant Noé seul avec ses démons et cette promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Le reste de la soirée passa dans un brouillard. Noé serra des mains, signa des contrats préliminaires, sourit au photographe, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait le visage d'Enor, cette détermination nouvelle dans son regard, cette force qu'elle avait acquise en son absence. Elle avait grandi, mûri, appris à se protéger. Et lui, qu'avait-il appris pendant ces 8 années? À construire des murs de plus en plus hauts, à enfouir ses émotions si profondément qu'il avait fini par se convaincre qu'elles n'existaient plus. Vers minuit, quand les derniers invités eurent quitté le salon, il se retrouva seul avec Julien qui rangeait les derniers dossiers. Une soirée réussie, monsieur. Les contrats préliminaires représentent déjà 60% du financement nécessaire. Noé hocha la tête distraitement. Le succès professionnel lui semblait soudain si dérisoire. Julien? Oui, monsieur? Annulez mes rendez-vous de demain après-midi. Son assistant leva un sourcil surpris. Noé n'annulait jamais de rendez-vous. Jamais. Tout l'après-midi? Tout l'après-midi. Une fois seul, Noé s'effondra dans l'un des fauteuils en cuir du salon, maintenant désert. Le silence était assourdissant après les heures de conversation et de musique. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à un nom qu'il n'avait pas composé depuis des mois. Docteur Dubois, son psychiatre. Celui qui l'avait aidé à sortir du gouffre, très lentement, très patiemment. Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran. Avait-il besoin de parler avant ce rendez-vous avec Enor? Avait-il le droit de remuer le passé sans être sûr de pouvoir assumer les conséquences? Il rangea finalement son téléphone sans appeler. Demain, il devrait affronter la vérité. Seul, comme il aurait dû le faire 8 ans plus tôt. Dehors, Paris scintillait sous les lumières nocturnes, indifférente aux tourments d'un homme qui venait de redécouvrir que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Elles ne font que s'endormir, en attendant qu'un regard, un parfum, un simple bonsoir les réveille. Dans quelques heures, il devrait trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Pour dire à la seule femme qu'il ait jamais aimée pourquoi il l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. La vérité. Toute la vérité. Même celle qu'il avait peur de regarder en face. Le café de Flore n'avait pas changé. Les mêmes banquettes en moleskine rouge, les mêmes miroirs anciens qui reflétaient les visages de générations d'artistes et d'intellectuels, la même atmosphère feutrée qui invitait aux confidences. Noé était arrivé en avance, comme toujours, et s'était installé à leur ancienne table, celle près de la fenêtre d'où l'on pouvait observer le balai incessant du boulevard Saint-Germain. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café noir. Il n'avait pratiquement pas dormi, passant la nuit à répéter mentalement ce qu'il allait dire, comment il allait expliquer l'inexplicable. Chaque phrase soigneusement construite s'effritait aussitôt, inadéquate face à l'ampleur de ce qu'il avait à révéler. À 15 heures précises, il la vit traverser la rue. Enor portait un manteau beige élégant et une écharpe en soie qui voltigeait légèrement dans le vent d'octobre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait son visage, révélant cette détermination qu'il avait perçue la veille. Elle poussa la porte du café et leurs regards se croisèrent immédiatement. Pendant une seconde, le temps sembla suspendu, comme si 8 années s'effacèrent d'un coup, puis elle s'avança vers lui et l'illusion se brisa. « Bonjour, Noé. Bonjour. » Elle s'assit en face de lui avec cette grâce naturelle qu'elle avait toujours eue, retirant ses gants en cuir qu'elle posa soigneusement sur la table. Le serveur s'approcha aussitôt. « Un thé au jasmin, s'il vous plaît, » commanda-t-elle. Bien sûr. Elle n'avait jamais aimé le café, préférant les thés parfumés qu'elle dégustait lentement, comme un rituel de méditation. Certaines choses ne changeaient décidément jamais. « Tu te souviens de notre première fois ici ?» demanda-t-il, tentant de détendre l'atmosphère. « Je me souviens de beaucoup de choses, Noé. C'est bien le problème. » Sa voix était calme, mais ferme. Elle n'était pas venue pour une promenade nostalgique dans leurs souvenirs communs. Le serveur apporta le thé
et Enor prit le temps de l'observer infuser, comme si elle rassemblait ses forces. Quand elle releva finalement les yeux, Noé y lut une résolution qui lui serra le cœur. « Alors, je t'écoute. » Il prit une inspiration profonde. Le moment était venu. Quand je t'ai quitté, j'étais en train de sombrer. Sombrer comment? Mentalement, physiquement. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me levais chaque matin avec l'impression de porter le monde entier sur mes épaules. Tout me paraissait insurmontable, même les gestes les plus simples. Enor fronça légèrement les sourcils. Attentive. Continue. Tu te souviens de ces dernières semaines avant mon départ? J'avais changé, j'étais distant, irritable. Tu travaillais beaucoup. Tu disais que c'était temporaire. Ce n'était pas que le travail. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle reconnut immédiatement. Je ne dormais plus, je n'arrivais plus à manger. Parfois, je restais des heures assis dans mon bureau, incapable de prendre la moindre décision. Le silence s'étira entre eux. Enor buvait son thé à petites gorgées, digérant ses révélations. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Parce que je ne comprenais pas moi-même. Et puis, il hésita, cherchant les mots justes. Tu étais si radieuse, si pleine de projets. Tu venais de décrocher ce stage au musée d'Orsay, tu parlais de nos vacances dans Toscane, de l'appartement qu'on allait visiter ensemble. Et alors je me disais que j'allais gâcher tout ça, que j'allais te tirer vers le bas. Enor reposa sa tasse avec un claquement sec qui résonna dans le silence. Ce n'était pas ton choix à faire, Noé. C'était le nôtre, je sais. Maintenant je sais. Maintenant. Elle répéta le mot avec une amertume palpable. 8 ans après, il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand tu es parti? J'ai tout quitté. Paris, l'agence d'architecture, mes amis. Je suis allé chez mon oncle en Normandie, dans cette ferme isolée où j'allais quand j'étais petit. Et j'ai touché le fond. Sa voix se brisa légèrement. Vraiment touché le fond. Il y a eu des jours où je n'étais pas sûr de vouloir voir le suivant. Cette fois, Enor tressaillit. Elle n'avait pas prévu cette révélation. Noé, mon oncle a fini par m'emmener voir quelqu'un, un psychiatre, docteur Dubois. Il m'a expliqué ce qui m'arrivait, la dépression. Pas un coup de blues passager, non, une vraie maladie. Il leva les yeux vers elle et vit que ses défenses commençaient à s'effriter. J'ai mis des mois à accepter de prendre des médicaments, des années à comprendre que ce n'était pas de ma faute, et encore plus longtemps à me pardonner de t'avoir fait ça. Tu m'as brisé le cœur, murmura-t-elle, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, sa voix trembla. Je sais, j'ai cru que je n'étais pas assez bien, que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai passé des mois à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Enor, non, tu étais parfaite. Tu es parfaite. C'est moi qui... Arrête. Elle leva la main pour l'interrompre. Ne me dis pas que tu me protégeais. Ne me dis pas que c'était par amour. Pas maintenant. Le silence retomba, lourd de reproches et de regrets. Autour d'eux, la vie du café continuait, indifférente à leur drame personnel. Tu aurais pu m'écrire. Plus tard, quand ça allait mieux. Tu aurais pu m'expliquer. J'ai essayé, des dizaines de fois. Mais comment excuse-t-on l'inexcusable? Comment dit-on à quelqu'un qu'on aime qu'on l'a abandonné parce qu'on était trop lâche pour demander de l'aide? En disant la vérité, simplement. Et tu m'aurais pardonné? Enor le regarda longuement, comme si elle fouillait au plus profond de son âme pour trouver une réponse honnête. Je ne sais pas. Peut-être, probablement. Mais maintenant c'est trop tard. Maintenant, nous sommes deux personnes différentes. Moi, j'ai appris à vivre sans toi, à être heureuse sans toi. Et toi, tu as l'air d'aller mieux. Ça va mieux. Mais il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, sans que je regrette. Elle ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient mal. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai passé 8 ans à t'oublier et que je commençais enfin à y arriver. Quand elle rouvrit les yeux, ils brillaient de larmes contenues. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, Noé entrevit la femme vulnérable derrière le masque de force qu'elle s'était construit. « Enor, il faut que j'y aille. » Elle se leva précipitamment, remettant ses gants et son manteau. « S'il te plaît, ne pars pas encore. Si, je dois partir, avant de dire quelque chose que je regretterai. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Merci pour les explications. Au moins, maintenant, je sais. » Et elle disparut dans la foule du boulevard, laissant Noé seul avec ses remords et cette terrible impression d'avoir tout perdu une seconde fois. Enor courait presque dans les rues de Saint-Germain, ses talons claquant sur le pavé humide, dans un rythme effréné qui trahissait son trouble intérieur. Les mots de Noé résonnaient dans sa tête comme un écho lancinant. « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. » Elle s'arrêta devant une vitrine de librairie haletante et appuya son front contre la vitre fraîche.
Les passants la contournaient sans un regard, habitués aux drames silencieux qui se jouaient quotidiennement dans les rues de Paris. 8 ans. 8 années à reconstruire sa vie pierre par pierre, à apprendre à sourire sans lui, à dormir sans rêver de lui, à imaginer un avenir où il n'aurait plus sa place. Et voilà qu'en quelques mots, il venait de faire vaciller tout cet édifice patiemment construit. Son téléphone vibra. Un message de Camille, sa meilleure amie et associée. Réunion dans 1 heure pour l'expo de la Croix. Tu es où? Enor regarda l'heure sur son écran. 16h30. Comment était-ce possible? Elle avait l'impression d'avoir passé une éternité dans ce café, alors qu'à peine 1 heure s'était écoulée. Elle héla un taxi et s'effondra sur la banquette arrière. Rue de Rivoli, s'il vous plaît. Le chauffeur hocha la tête et démarra. Pendant le trajet, Einor tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. La dépression. Il avait parlé de dépression. Pendant toutes ces années, elle avait imaginé 1000 raisons à son départ. Une autre femme, la peur de l'engagement, l'ennui. Jamais elle n'avait envisagé qu'il puisse être réellement malade. Se sentir coupable maintenant serait absurde. Elle le savait. Elle n'avait rien fait de mal. Mais cette révélation changeait la nature de sa colère, la teintait de quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. À quelques kilomètres de là, Noé était toujours assis à la même table du café de Flore. Il avait commandé un 2e café qu'il n'avait pas touché, regardant fixement l'endroit où Enor s'était assise quelques minutes plus tôt. Maintenant, nous sommes 2 personnes différentes. Ces mots le hantaient. Bien sûr qu'ils avaient changé. Comment aurait-il pu en être autrement? Mais en la voyant, en entendant sa voix, en respirant ce parfum familier, il avait eu l'illusion terrifiante que rien n'avait bougé, que son cœur était resté figé dans ce matin d'août où il avait pris la fuite. Son téléphone sonna. Julien. Monsieur Dumas, l'équipe de Hong Kong souhaiterait avancer la conférence de demain. Serait-il possible de la programmer ce soir? Non. Mais monsieur, ils repartent demain matin et... J'ai dit non, Julien. Il raccrocha sans autre explication. Pour la première fois de sa carrière, les affaires passaient au second plan. Il sortit son portefeuille et laissa quelques billets sur la table avant de se lever. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, fine et persistante. Il marcha sans but précis, laissant ses pas le guider à travers les rues familières du quartier. C'est ainsi qu'il se retrouva devant l'immeuble où ils avaient vécu ensemble pendant 6 mois, dans ce petit appartement sous les toits qu'ils avaient transformé en cocon d'amour. Les volets du 5e étage étaient fermés. D'autres vies s'y succédaient maintenant, d'autres histoires s'y écrivaient. Tu as une tête épouvantable. Camille dévisageait Einor avec cette franchise brutale qui caractérisait leur amitié depuis leurs années d'études aux Beaux-Arts. Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elles étaient installées dans le petit bureau qu'elles partageaient rue de Rivoli, entourées de catalogues d'expositions et de planches d'inspiration pour leurs projets en cours. Camille, une petite brune aux yeux pétillants d'intelligence, n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ne me dis pas que tout va bien, parce que je te connais depuis 10 ans et que tu n'as jamais eu cette tête-là, même quand on a failli faire faillite l'année dernière. Enor soupira et se laissa tomber dans son fauteuil. Je l'ai revu. Qui ça? Il. Noé. Le silence qui suivit fut éloquent. Camille connaissait toute l'histoire, avait été là pour ramasser les morceaux quand Enor s'était effondré 8 ans plus tôt. Merde, exactement. Et Enor raconta tout. La soirée au Crillon, le rendez-vous au café, les révélations sur la dépression. Camille l'écouta sans l'interrompre, ses sourcils se fronçant de plus en plus au fur et à mesure du récit. D'accord, donc il était malade. C'est triste, mais ça n'excuse pas tout. Je sais. Il aurait pu t'en parler. Il aurait pu te faire confiance. Je sais. Tu étais sa copine, bon sang, pas une connaissance de passage. Camille, et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Te récupérer? Après 8 ans de silence, il n'a rien demandé, mais il y pense. C'était écrit sur son visage, non? Enor ferma les yeux. Oui, c'était écrit sur son visage. Cette vulnérabilité, ce regret, cette espèce de supplication muette qu'elle avait lue dans son regard. Peu importe ce qu'il pense, moi j'ai tourné la page. Vraiment? Oui, Camille la dévisagea longuement. Alors pourquoi tu trembles? Enor baissa les yeux vers ses mains. Effectivement, elle tremblait légèrement. Parce que c'est difficile, mais ça ne change rien à ma décision. Quelle décision? De ne plus le revoir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était nécessaire. Maintenant, je sais pourquoi il est parti. Je peux enfin tourner la page pour de bon. Camille ne sembla pas convaincue, mais elle n'insista pas. Et si tu me parlais plutôt de cette expo de la Croix, j'ai besoin de me concentrer sur le travail.
Pendant l'heure qui suivit, elles passèrent en revue tous les détails de l'exposition qu'elles organisaient pour le mois suivant. Chénor retrouva peu à peu son rythme habituel, cette efficacité professionnelle qui lui servait de refuge depuis des années. Mais quand Camille partit vers 19 heures, le silence retomba sur le bureau et avec lui, les pensées qu'Hénor tentait de chasser. Elle resta longtemps devant son ordinateur, feignant de travailler sur la liste des invités, mais son esprit dérivait sans cesse vers ses dernières heures. Les mots de Noé, son expression quand il avait parlé de ses moments les plus sombres, cette façon qu'il avait eue de la regarder comme si elle était la seule chose au monde qui importait encore. À 20 heures, son téléphone vibra, un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement, puis la mémoire lui revint. Son cœur s'emballa. « Tu as oublié ton écharpe au café. Je peux te la rapporter ?» Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'effectivement, son écharpe en soie n'était plus là. Elle l'avait laissée dans sa précipitation à fuir. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. La réponse logique était de lui donner une adresse où déposer l'écharpe, ou de lui dire qu'elle passerait la récupérer demain. Au lieu de cela, elle tapa « Où es-tu » La réponse arriva presque instantanément. « Devant ton bureau. » Hénor se figea. Il était là, en bas de son immeuble, avec son écharpe. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et l'aperçut sur le trottoir d'en face. Il levait les yeux vers ses fenêtres, tenant à la main un petit carré de soie qui avait servi de prétexte à cette nouvelle rencontre. Pendant un long moment, ils se regardèrent à travers la vitre et la distance, deux silhouettes immobiles dans la nuit parisienne. Puis Hénor prit sa veste et descendit. Certaines erreurs, on les commet en toute conscience. La rue de Rivoli était presque déserte à cette heure. Seuls quelques passants pressés fendaient la brume légère qui montait de la Seine. Hénor sortit de l'immeuble, le cœur battant, et traversa lentement pour rejoindre Noé qui l'attendait sous un réverbère. Il tenait effectivement son écharpe en soie, mais ils savaient tous les deux que ce n'était qu'un prétexte, un fragile pont jeté entre eux pour justifier cette nouvelle rencontre. « Merci », murmura-t-elle en tendant la main. Leurs doigts se frôlèrent quand il lui rendit l'écharpe, et ce contact électrisa tout son être. 8 ans, et son corps se souvenait encore parfaitement du sien. « Tu travailles tard », dit-il pour rompre le silence qui s'installait. « Toujours. Et toi, que fais-tu dans le quartier ?»« Je marchais, sans but précis. » Ils se regardèrent, conscients de la faiblesse de leurs excuses respectives. La vérité était plus simple et plus compliquée à la fois. Ils n'arrivaient tout pas à se quitter. « Tu veux qu'on marche un peu ?» proposa-t-elle, surprise par sa propre audace. « Si tu en as envie. » Ils longèrent la rue en direction des Tuileries, leurs pas s'accordant naturellement comme autrefois. Paris, la nuit, avait cette magie particulière qui transformait les conversations les plus banales en confidences, les silences les plus tendus en complicité. « Parle-moi de ta société, » demanda Noé. « Comment as-tu monté tout ça ?» Hénor enroula son écharpe autour de son cou, savourant la douceur de la soie encore imprégnée de son parfum. « Au début, c'était juste un moyen de survivre. Après ton départ, j'ai arrêté le stage au musée d'Orsay. Je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. » Ah, Hénor, non, laisse-moi finir. J'ai pris des petits boulots, tout et n'importe quoi. Serveuse, guide touristique, assistante dans une galerie. Et puis j'ai rencontré Camille. Elle sortait des beaux-arts et rêvait d'organiser des expositions. On s'est associé avec 3 fois rien. Et maintenant ? Maintenant, on travaille avec les plus grands musées de France. L'Expo de la Croix qu'on prépare va voyager dans toute l'Europe. Il y avait dans sa voix une fierté légitime, mais aussi quelque chose de plus dur, comme si chaque succès était une victoire arrachée à la douleur. « Je suis fier de toi. Tu n'as pas le droit d'être fier de moi. » La phrase était sortie plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu n'étais pas là. »« Je sais. » Ils s'arrêtèrent devant les grilles du jardin des Tuileries. Les allées sombres s'étendaient devant eux, ponctuées par les halos dorés des lampadaires. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Comment es-tu devenu ce magnate de l'immobilier ? » Après ma guérison, j'ai eu besoin de me prouver que j'étais capable de construire quelque chose. Littéralement. J'ai commencé petit, des rénovations d'appartements, puis des projets plus ambitieux. Et le succès est venu. Le succès, oui, mais pas le bonheur. Elle le regarda de biais. Dans la lumière tamisée du réverbère, son visage avait cette beauté mélancolique qu'elle lui avait toujours connue, mais creusée maintenant par les années et l'expérience. « Noé, qu'est-ce que tu attends de moi ? Vraiment ? Je ne sais pas. » Sa réponse était d'une honnêteté désarmante. « Quand je t'ai vu hier soir, j'ai eu l'impression que ma vie reprenait enfin un sens. Mais je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Non, tu n'as pas le droit. Alors pourquoi es-tu descendu ?» La question flotta entre eux, lourde d'implications. Pourquoi était-elle descendue ? Pourquoi acceptait-elle cette promenade ?
Pourquoi son cœur s'emballait-il chaque fois qu'il la regardait? Parce que j'avais besoin de fermer cette parenthèse, définitivement. Et c'est ce que tu es en train de faire. Enor ne répondit pas immédiatement. Elle observait les ombres qui dansaient sur le sol, projetées par les branches des marronniers. « Il y a quelqu'un dans ta vie ?» demanda-t-elle soudain. « Non, et toi? Ça dépend. De quoi? De la définition qu'on donne à quelqu'un. » Noé s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Enor, il s'appelle Théo. On se voit depuis 6 mois. C'est quelqu'un de bien, stable, présent. » Chaque mot était une petite lame plantée dans le cœur de Noé. Elle le vit à sa façon de serrer les mâchoires, de détourner le regard. « Tu l'aimes? Je croyais apprendre à l'aimer. » « Croyais? Avant hier soir. » Le silence retomba, plus lourd encore. Ils avaient atteint le pont du Carrousel et la Seine coulait paresseusement sous leurs pieds, reflétant les lumières de la ville. « Je n'aurais jamais dû revenir dans ta vie, » murmura Noé. « Non, tu n'aurais pas dû. Mais je ne regrette pas. Moi, si. Vraiment. » Enor se tourna vers lui, et dans ses yeux verts, il eut une tempête d'émotions contradictoires. Non, et c'est bien ça le problème. Ils étaient maintenant face à face, séparés par quelques centimètres seulement. L'air entre eux semblait chargé d'électricité, de désirs inassouvis et de souvenirs qui refusèrent de mourir. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota-t-il. « Je ne sais pas. Moi non plus. » Un couple de touristes passa près d'eux en riant, brisant momentanément la bulle d'intimité qui s'était créée. Ainor recula d'un pas, comme si elle prenait soudain conscience de la dangerosité de leur proximité. « Il faut que je rentre. »« Oui ?» Mais aucun d'eux ne bougea. « Ainor ? Quoi ? Si tu me demandais de partir, de disparaître à nouveau, je le ferais. » Sans discuter. Elle le regarda longuement, cherchant dans son regard la moindre trace de mensonge. Elle n'en trouva aucune. « Et si je ne te demande rien? Alors je resterai, en espérant qu'un jour, tu me donneras une chance de réparer ce que j'ai cassé. On ne répare pas certaines choses, Noé. On les reconstruit. Différemment. Alors, reconstruisons. Je ne sais pas si j'en ai la force. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu ne me connais plus. Détrompe-toi. Au café aujourd'hui, quand tu as refusé de jouer les victimes, quand tu as exigé la vérité sans pleurer, sans supplier, j'ai reconnu la femme dont je suis tombé amoureux, celle qui ne s'apitoie jamais sur son sort, celle qui se bat. Les yeux d'Aenor se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Arrête. Celle qui mérite mieux qu'un homme qui fuit quand ça devient difficile. Arrête, s'il te plaît. Celle qui mérite qu'on se batte pour elle. Cette fois, une larme roula sur sa joue. Noé leva instinctivement la main pour l'essuyer, mais elle attrapa son poignet avant qu'il ne la touche. Non, ils restèrent ainsi, sa main emprisonnant son poignet, leurs visages si proches qu'ils partageaient le même souffle. « Pas encore », murmura-t-elle. « Quand? Je ne sais pas. Peut-être jamais. » Elle lâcha son poignet et recula, brisant le charme. « Bonne nuit, Noé. Bonne nuit. » Elle s'éloigna sans se retourner, laissant derrière elle un homme qui venait de comprendre que certains amours ne meurent jamais vraiment. Ils sommeillent, en attendant qu'un regard, un frôlement, un simple peut-être les réveille. Et lui, pour la première fois depuis 8 ans, osait à nouveau espérer. Enor n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond de son appartement de Montmartre, rejouant en boucle chaque seconde de sa rencontre avec Noé. Ce moment où leurs visages s'étaient retrouvés si proches, où elle avait failli céder à l'attraction magnétique qui existait encore entre eux. Pas encore. Pourquoi avait-elle dit pas encore et non jamais? Cette nuance la torturait. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle laissait la porte entr'ouverte, et cette idée la terrifiait autant qu'elle l'excitait. À cette heure, elle abandonna tout espoir de sommeil et se leva pour préparer du café. Son téléphone vibra sur la table de la cuisine. « Bonne nuit, j'espère que tu as mieux dormi que moi. Théo. » Elle avait complètement oublié qu'ils devaient déjeuner ensemble aujourd'hui. Son téléphone sonna avant qu'elle ait pu répondre au message. « Salut beauté, tu es debout tôt pour un samedi. » La voix chaude de Théo lui fit l'effet d'une caresse réconfortante. Théo Laurent, 32 ans, journaliste culturel au Figaro, était exactement le genre d'homme qu'elle aurait dû épouser. Intelligent, drôle, attentionné et surtout présent. Toujours présent. J'ai mal dormi. Beaucoup de travail en ce moment. Justement, j'espère que tu ne vas pas me dire que tu annules notre déjeuner? Enor hésita. Voir Théo maintenant, après ce qui s'était passé hier soir, lui semblait presque être une trahison. Mais en même temps, peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. Un rappel de la vie qu'elle s'était construite, stable et sereine. Non, bien sûr que non. Où veux-tu qu'on se retrouve? Chez La Serre, j'ai réussi à avoir une table. La Serre, l'un des restaurants les plus romantiques de Paris.
un endroit où les hommes emmenèrent les femmes quand ils avaient quelque chose d'important à leur dire. C'est très chic pour un simple déjeuner. Disons que j'avais envie de te gâter. Il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité inhabituelle qui alarma Enor. Théo était généralement d'un naturel décontracté. Cette solennité soudaine ne lui ressemblait pas. D'accord, 13 heures, parfait. Et Enor? Oui, mais quelque chose de joli. Noé était dans son bureau depuis 6 heures du matin, tentant de se concentrer sur les dossiers qui s'empilaient sur sa table. Peine perdue. Chaque fois qu'il essayait de se plonger dans les plans d'architecture ou les bilans financiers, l'image d'Enor sous le réverbère lui revenait en mémoire. Pas encore. Ces deux mots résonnaient comme une promesse, fragile, incertaine, mais une promesse quand même. Julien entra dans le bureau avec sa pile habituelle de documents à signer. « Bonjour monsieur, les contrats pour le projet de Neuilly sont prêts. Et monsieur Henderson de Londres a appelé 3 fois hier soir. Reportez Henderson à lundi et annulez mes rendez-vous de l'après-midi. » Julien leva un sourcil surpris. 2 annulations en 2 jours, c'était du jamais vu. « Tout va bien, monsieur ?»« Très bien, Julien, j'ai juste des affaires personnelles à régler. » Une fois seul, Noé prit son téléphone et composa le numéro du docteur Dubois. Il tombait sur le répondeur. « Docteur, c'est Noé Dumas. J'aurais besoin de vous voir. Rapidement, si possible. C'est important. » Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la Seine. Au loin, les toits de Paris s'étendaient sous un ciel gris perle. Quelque part dans cette ville, Enor vivait sa vie. Une vie dans laquelle il n'avait plus sa place, mais qu'il espérait réintégrer. Son téléphone sonna. Le docteur Dubois. « Noé, j'ai eu votre message. Que se passe-t-il » Elle est revenue. Un silence. Le psychiatre comprenait immédiatement de qui il parlait. « Enor ? Oui, je l'ai revu. Plusieurs fois. Et vous ressentez quoi ? Tout. Je ressens tout à nouveau. L'amour, la culpabilité, l'espoir, la peur. C'est normal, Noé. Vous avez vécu une histoire intense avec cette femme. La revoir forcément réveille des émotions. Mais je ne suis plus le même homme qu'il y a 8 ans. Je vais mieux. Je suis guéri. Êtes-vous en train de me demander si vous êtes assez solide pour tenter quelque chose ? La question était directe, comme toujours avec le docteur Dubois. Peut-être. Alors venez me voir. Aujourd'hui, si vous voulez. Il faut qu'on en parle sérieusement. Enor avait choisi une robe noire simple mais élégante, rehaussée par un collier de perles que sa grand-mère lui avait légué. En se regardant dans le miroir, elle ne put s'empêcher de penser que c'était le genre de tenue qu'elle portait autrefois quand elle sortait avec Noé. Cette pensée la mit en colère contre elle-même. Elle ne devait plus comparer. Plus jamais. Le taxi la déposa devant le restaurant La Serre, et elle retrouva Théo qui l'attendait déjà, impeccable dans son costume gris. « Tu es magnifique », dit-il en l'embrassant sur les joues. « Merci. Toi aussi tu es très élégant. » Il la guida vers leur table, et Enor fut frappé par l'atmosphère romantique du lieu. Les tables dressées avec un soin exquis, les bouquets de fleurs fraîches, l'éclairage tamisé, tout concourait à créer une ambiance d'intimité et de sophistication. « Tu as l'air nerveuse », observa Théo une fois qu'ils furent installés. « Un peu. Cette semaine a été compliquée. Le travail ? Entre autres. » Théo la connaissait assez pour savoir qu'elle ne se livrait pas facilement. Il n'insista pas et commanda une bouteille de Sancerre. « Comment avance ton article sur les nouveaux collectionneurs ?» demanda-t-elle, tentant de détourner la conversation. « C'est fini. D'ailleurs, c'est en partie grâce à ça que j'ai eu l'idée de t'emmener ici. » « Comment ça ?» Théo prit une inspiration profonde, et Enor sentit que le moment crucial approchait. « J'ai interviewé ce collectionneur, François Marchand, un homme passionnant. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. »« Quoi donc ?» ?»« Il m'a dit que dans la vie, il y avait 2 types de personnes, celles qui admirent les œuvres d'art de loin et celles qui osent les acquérir. Les premières passent leur vie à regretter les occasions manquées, les secondes vivent pleinement leur passion. » Enor sentit son estomac se nouer. Elle devinait où il voulait en venir. « Théo, laisse-moi finir. » Il prit sa main par-dessus la table. « Enor, ces 6 derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Tu es intelligente, belle, drôle, et j'ai l'impression que nous nous complétons parfaitement. Théo, j'ai 32 ans. Je ne veux plus jouer. Je ne veux plus attendre. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. » Il sortit un petit écrin de velours de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague solitaire scintillait doucement. « Épouse-moi, Enor. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Autour d'eux, la vie du restaurant continuait, mais Enor avait l'impression d'être dans une bulle de silence assourdissant. « C'est magnifique, Théo. Mais, il n'y a pas de mais. C'est juste que c'est inattendu. Tu as besoin de temps pour réfléchir. »
Elle regarda cet homme bon qui lui offrait son cœur et sa vie sur un plateau, et elle eut envie de pleurer. 24 heures plus tôt, elle aurait peut-être dit oui. Ou du moins, elle aurait sérieusement considéré sa proposition. Mais 24 heures plus tôt, Noé n'était qu'un fantôme du passé. « Oui, » murmura-t-elle, « j'ai besoin de temps. » La déception dans les yeux de Théo lui brisa le cœur, mais elle ne pouvait pas lui mentir, pas maintenant. Combien de temps? Je ne sais pas. Il referma l'écrin et le remit dans sa poche, tentant de masquer sa blessure derrière un sourire compréhensif. C'est lui, n'est-ce pas? De qui tu parles? L'homme à cause de qui tu ne peux pas t'engager complètement. Celui dont tu ne parles jamais, mais qui hante tes nuits. Enor ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Il est revenu? Théo, réponds-moi. Il est revenu? Oui. Cette fois, le masque de Théo craqua complètement. Il appela le serveur et régla l'addition avant même qu'ils aient commandé. Je vais te ramener chez toi. Le trajet se déroula dans un silence pesant. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble d'Enor, Théo se tourna vers elle. Je t'aime, tu le sais ça. Je sais. Et je vais t'attendre. Pas indéfiniment, mais je vais t'attendre. Tu ne devrais pas. C'est mon choix. Il l'embrassa tendrement sur le front et redémarra sans un mot de plus. Enor monta chez elle, le cœur lourd. En l'espace de 48 heures, son monde parfaitement ordonné s'était transformé en chaos émotionnel. Son téléphone vibra. Un message de Noé. « Je sais que je n'ai pas le droit de te déranger, mais j'aimerais te dire quelque chose. Peux-tu me retrouver ce soir ?» Elle regarda longuement le message, puis tapa sa réponse. « Où ?» Là où tout a commencé. Elle n'eut pas besoin de demander de précision. Elle savait exactement de quel endroit il parlait. Le petit café de Cannes où ils s'étaient rencontrés n'existait plus, mais il y avait un autre lieu, à Paris, qui avait marqué le début de leur histoire d'amour. Elle prit sa veste et sortit. Certains rendez-vous avec le destin, on ne peut pas les manquer. Le pont des Arts se dressait dans la nuit parisienne comme un trait de lumière enjambant la Seine. C'était là, sur ce pont mythique, qu'ils avaient échangé leur premier baiser 9 ans plus tôt, après une soirée au théâtre. À l'époque, le pont était encore couvert de milliers de cadenas d'amour que les couples du monde entier venaient y accrocher en signe d'éternité. Les cadenas avaient depuis été retirés, mais pour Enor et Noé, la magie du lieu demeurait intacte. Enor arriva la première et s'accouda au parapet, contemplant les reflets tremblants des lumières sur l'eau noire. Elle portait le même manteau beige que la veille, mais cette fois, elle avait consciemment choisi de garder l'écharpe que Noé lui avait rapportée, comme un talisman, ou peut-être comme un aveu. « Tu es venu. » Sa voix la fit tressaillir. Elle ne l'avait pas entendu approcher. « J'ai failli ne pas venir. Qu'est-ce qui t'a décidé ?» Elle se tourna vers lui. Il semblait différent ce soir, plus calme, moins hanté par l'urgence désespérée qu'elle avait perçue les jours précédents. La curiosité peut-être, ou la stupidité, je ne sais plus très bien faire la différence. Ils restèrent côte à côte, regardant la Seine couler paresseusement sous leurs pieds. Le silence n'était pas inconfortable, chargé plutôt de cette intimité particulière qui naît du partage de souvenirs communs. « J'ai vu le docteur Dubois aujourd'hui, » dit Noé finalement. Et il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Il m'a demandé si j'étais prêt à affronter la possibilité que tu refuses de me donner une seconde chance. Enor tourna légèrement la tête vers lui, intrigué. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Que je n'en savais rien, mais que j'étais prêt à prendre le risque. »« Noé, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il se tourna complètement vers elle, et elle put voir dans ses yeux cette vulnérabilité qu'il ne montrait jamais à personne d'autre. « Il y a 8 ans, j'ai pris la pire décision de ma vie, non pas parce que j'étais malade, ça, ce n'était pas de ma faute, mais parce que j'ai choisi de fuir plutôt que de te faire confiance. Tu avais peur. J'avais peur, oui, peur que tu me vois faible, peur que tu me quittes, peur que tu ne comprennes pas. Alors j'ai préféré partir avant que tu aies la chance de me rejeter. » Enor sentit sa gorge se serrer. Dans ces quelques mots, il venait de résumer toute la tragédie de leur histoire. « Tu m'as privé du choix. Je sais, et c'est impardonnable. Peut-être. » Ils se regardèrent longuement, et dans ce regard se cristallisèrent 8 années de questions sans réponse, de nuits blanches et de regrets. « Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé en mariage, » dit-elle soudain. Elle vit Noé accuser le coup comme si elle venait de le frapper physiquement. « Théo, comment tu... » « Peu importe. Oui, Théo. Et tu as dit... » « J'ai dit que j'avais besoin de temps. À cause de moi ?» Enor hésita. Mentir serait plus simple, plus sûr, mais ils en avaient fini avec les mensonges, même par omission. En partie. Seulement en partie ? Noé, tu ne peux pas débarquer dans ma vie après 8 ans de silence et t'attendre à ce que je bouleverse tout pour toi. Je ne m'attends à rien.
Si tu t'attends à ce que je te pardonne, tu t'attends à ce que je comprenne, tu t'attends à ce qu'on puisse repartir de zéro. Et c'est impossible? Je ne sais pas. L'aveu lui échappa plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne sais pas, d'accord? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne rêve pas parfois de revenir en arrière? Alors pourquoi on n'essaie pas? Parce que ce n'est pas si simple. Il y a Théo, il y a ma vie, il y a 8 années de reconstruction que je ne peux pas effacer d'un claquement de doigts. Je ne te demande pas de les effacer. Je te demande juste de m'autoriser à en faire partie à nouveau. Enor ferma les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses émotions. « Tu sais ce qui me fait le plus mal dans cette histoire ?» demanda-t-elle en rouvrant les yeux. « Dis-moi, ce n'est pas que tu sois parti, ce n'est même pas que tu ne m'aies rien dit. C'est que tu m'aies privé de la possibilité de t'aider, de te soutenir, d'être là pour toi. » Les mots touchèrent Noé en plein cœur. Il avait anticipé sa colère, ses reproches, mais pas cette douleur-là. « Tu aurais voulu rester? Même en sachant? Bien sûr que j'aurais voulu rester. Tu étais l'homme que j'aimais. On ne fuit pas quand les gens qu'on aime ont besoin de nous. Même si ça avait duré des mois, des années, même si j'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de brisé, surtout à ce moment-là. » Noé sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant toutes ces années, il avait vécu avec la conviction d'avoir protégé Enor en partant. Découvrir qu'il l'avait en réalité privé de ce qu'elle voulait le plus, être à ses côtés, rendait sa culpabilité encore plus insupportable. « Comment tu peux encore me regarder en face ?» murmura-t-il. « Parce que je t'aime encore. » Les mots tombèrent entre eux comme une confession qu'elle n'avait pas voulu faire. Elle porta aussitôt une main à sa bouche, comme pour les rattraper, mais il était trop tard. « Ainor, non, ne dis rien. Je n'aurais pas dû. Si, tu aurais dû. Parce que moi aussi, je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ils se retrouvèrent face à face, si proches qu'ils partageaient le même souffle. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» chuchota-t-elle. « On essaie, lentement, prudemment, sans rien promettre qu'on ne soit sûr de pouvoir tenir. Et Théo, c'est à toi de voir. Je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Je ne veux pas lui faire de mal. Alors que veux-tu? Toi. » Le mot sortit dans un souffle. « Je veux toi, mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. » De quoi? De tout gâcher une deuxième fois, de ne pas être à la hauteur, de te perdre à nouveau. Et si on se perdait effectivement? Alors au moins, on aurait essayé. Ensemble, cette fois. Un bateau-mouche passa sous le pont, illuminant brièvement leurs visages dans sa lumière dorée. Quand l'obscurité retomba, ils étaient plus proches encore. « Noé? Oui? Embrasse-moi, avant que je change d'avis. » Il n'eut pas besoin qu'elle le répète. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une douceur infinie, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. Le baiser fut d'abord hésitant, prudent, puis s'approfondit quand elle noua ses bras autour de son cou. 8 ans de séparation, de silence et de regret se dissolvèrent dans ce baiser. Ils retrouvèrent instantanément cette harmonie parfaite qui avait été la leur, cette façon unique qu'ils avaient de s'emboîter l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent front contre front, haletants. « Ça change tout, » murmura Enor. « Oui, et ça ne change rien du tout. Je sais. Il va falloir qu'on apprenne à se faire confiance à nouveau. Oui, et que tu me promettes de ne plus jamais partir sans m'expliquer. Je te le promets. Même si tu replonges, même si ça devient difficile, surtout à ce moment-là. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant la moindre trace d'hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Que d'accord, dit-elle finalement. On essaie, on essaie. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, comme pour sceller ce nouveau pacte. Autour d'eux, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente à ces deux âmes qui venèrent de se retrouver sur le pont où tout avait commencé. Mais cette fois, ils savaient que l'amour ne suffisait pas. Il leur faudrait aussi du courage, de la patience et surtout une confiance qu'ils devraient reconstruire jour après jour. Le plus difficile ne faisait que commencer. Le dimanche matin se leva gris et pluvieux sur Paris. Ainor était assise dans sa cuisine, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, fixant son téléphone posé sur la table. Il fallait qu'elle appelle Théo. Elle le lui devait. La nuit avait été agitée, entrecoupée de moments de panique où elle se demandait si elle n'était pas en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Puis elle repensait au baiser sur le pont, à la sensation d'être enfin rentrée chez elle après 8 années d'errance, et elle savait qu'elle avait fait le bon choix, ou du moins, elle espérait. Son téléphone vibra. Un message de Noé. « Bonjour, j'espère que tu as mieux dormi que moi. Prends ton temps pour Théo. Je ne vais nulle part. » Cette attention la toucha. Le Noé d'avant n'aurait jamais pensé à la rassurer ainsi. Il avait changé, mûri,
La souffrance l'avait rendue plus empathique. Elle composa finalement le numéro de Théo. Il décrocha à la première sonnerie. « Ainor ? Bonjour Théo, il faut qu'on parle. » Un silence. Puis, « Je vois, tu as pris ta décision. » « Oui, c'est non, n'est-ce pas ?» La douleur dans sa voix lui serra le cœur. « Théo, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu mérites une femme qui t'aime comme tu le mérites. Totalement, sans réserve. Et ce n'est pas ton cas. Non, et je suis désolé. Je suis désolé de ne pas être cette femme. C'est lui, n'est-ce pas? Il est revenu et tu... S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Un long silence s'étira entre eux. « Est-ce que tu l'aimes au moins? Vraiment? » « Oui. Alors j'espère qu'il en vaut la peine et qu'il ne te fera plus jamais souffrir. Théo, prends soin de toi, Ainor. » Il raccrocha et elle resta longtemps le téléphone à la main, le cœur lourd. Théo ne méritait pas ça. Il ne méritait pas d'être la victime collatérale d'une histoire d'amour qu'elle n'arrivait pas à enterrer. Noé arpentait son appartement de l'avenue Foch comme un lion en cage. Il avait eu envie d'appeler Ainor dès son réveil, mais s'était forcé à attendre. Elle avait besoin d'espace pour gérer la situation avec Théo, et il devait apprendre à respecter son rythme. Le docteur Dubois l'avait mis en garde la veille. Ne reproduisez pas les erreurs du passé, Noé. Cette fois, communiquez. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Son téléphone sonna. Julien. « Monsieur Dumas, pardonnez-moi de vous déranger un dimanche, mais j'ai Monsieur Henderson en ligne. Il insiste pour vous parler personnellement. Passez-le-moi. » Les 15 minutes qui suivirent furent consacrées à rassurer l'investisseur britannique sur la solidité du projet parisien. Le travail, cet échappatoire qui lui avait permis de survivre pendant des années, lui semblait soudain terriblement dérisoire. Quand il raccrocha, son téléphone vibra immédiatement. « Ainor, c'est fait, j'ai parlé à Théo. Comment ça s'est passé? Aussi mal que prévu. Il est en colère, blessé. Je le comprends. Et toi, comment tu te sens? Coupable, soulagé, terrifié. Un peu tout à la fois. On peut se voir? Pas aujourd'hui. J'ai besoin de digérer tout ça. Et Camille vient déjeuner. Il faut que je lui explique. D'accord. Demain? Demain. » Camille arriva chez Ainor vers midi, chargée de croissants et d'un air soupçonneux. « Alors, comment ça s'est passé avec ton ex-fantôme? On a parlé, longuement. » Et Ainor raconta tout, la dépression de Noé, leur rencontre sur le pont, sa décision de rompre avec Théo. Camille l'écouta sans l'interrompre, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Tu es en train de me dire que tu as quitté un homme formidable qui voulait t'épouser pour un type qui t'a abandonné sans explication il y a 8 ans? C'est plus compliqué que ça. Non, Ainor, c'est exactement ça. Il était malade, Camille, dépressif au point de... Et alors, ça excuse tout? Tu crois que c'est la première fois qu'un homme utilise sa maladie mentale pour justifier ses actes? Ce n'est pas ce qu'il fait. » « Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait alors ?» Ainor se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur Montmartre. Il assume ses erreurs, il ne cherche pas d'excuses, il veut juste une seconde chance. Que tu es en train de lui donner. Oui, malgré Théo. Malgré Théo. Camille soupira et la rejoignit près de la fenêtre. Tu l'aimes à ce point. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même quand je le détestais, même quand je pensais l'avoir oublié. Et tu crois qu'il ne va pas repartir au premier problème? Non, pas cette fois. Comment tu peux en être sûr? Parce qu'il n'est plus le même homme. Et moi non plus, je ne suis plus la même femme. Camille la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. D'accord, si tu en es convaincu, alors je te soutiens, mais à une condition. Laquelle? Au moindre signe qu'il recommence ses conneries, tu me promets de le virer. Définitivement. Promis. Et s'il te fait encore souffrir, je le tue de mes propres mains. Ainor sourit pour la première fois depuis le matin. Marché conclu. Le lundi soir, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret du Marais. Ainor était arrivée la première et observait Noé qui approchait, remarquant cette façon qu'il avait maintenant de la regarder, comme si elle risquait de disparaître à tout moment. « Bonsoir », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Bonsoir. Comment s'est passée ta journée? Étrange. J'ai eu l'impression de vivre dans un rêve. Bon ou mauvais rêve? Je ne sais pas encore. » Ils commandèrent à manger, naviguant prudemment dans cette nouvelle intimité qu'ils devaient réapprendre. Tout était familier et inconnu à la fois. « Parle-moi de ta thérapie, dit Ainor soudain, de ta guérison. » Noé posa sa fourchette et la regarda. « Tu veux vraiment savoir? »« Oui, tout. Je veux comprendre ce que tu as traversé. » Il lui raconta alors ses années difficiles, les médicaments, les séances interminables avec le docteur Dubois, les rechutes, les moments où il avait voulu abandonner. Il lui parla de cette lente reconstruction, de cet apprentissage de la vulnérabilité, de cette acceptation progressive de sa maladie. « Le plus dur, dit-il finalement,
C'était d'apprendre à me pardonner, d'accepter que parfois, on peut blesser les gens qu'on aime sans le vouloir. Et maintenant, tu vas mieux? Maintenant, je sais que la guérison n'est pas un état permanent. C'est un travail quotidien. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais j'ai appris à demander de l'aide. Et si ça recommence, alors je te le dirai immédiatement, et on affrontera ça ensemble. Tu me le promets? Je te le promets. Elle tendit sa main par-dessus la table, et il la prit doucement. On y va doucement, d'accord? Dit-elle. Pas de précipitation, pas de grands serments. On réapprend à se connaître, d'accord, et on garde nos vies séparées pour le moment. Nos appartements, nos amis, nos habitudes, bien sûr. Et surtout, elle hésita. Surtout, on se dit tout. Les doutes, les peurs, les moments difficiles. Plus de secrets, plus de secrets. Ils scellèrent cette promesse d'un baiser par-dessus la table, léger et plein d'espoir. En sortant du restaurant, ils marchèrent lentement vers la station de métro où leurs chemins se séparaient. « Ainor, oui, merci de me donner cette chance. Ne me remercie pas, mérite-la. » Il sourit et l'embrassa une dernière fois avant de la regarder disparaître dans la bouche de métro. Pour la première fois depuis 8 ans, Noé Dumas s'endormit avec le sourire aux lèvres et l'espoir au cœur. Le plus difficile était peut-être derrière eux, ou peut-être pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur réconciliation, et Ainor découvrait que reconquérir quelqu'un qu'on a déjà aimé était bien plus complexe que de tomber amoureux pour la première fois. Ils avançaient prudemment, comme 2 funambules sur un fil tendu entre le passé et l'avenir. Ils se voyaient tous les 2 jours, dînaient ensemble, se promenaient dans Paris, redécouvraient leurs goûts communs. Tout semblait aller pour le mieux en surface, mais Ainor sentait une tension sous-jacente qu'elle n'arrivait pas à définir. Ce matin-là, elle était dans son bureau, en train de finaliser les derniers détails de l'exposition de la Croix, quand Camille fit irruption, le visage grave. « Il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi, qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé Théo hier soir, au vernissage de la galerie Maecht. » Ainor leva les yeux de son ordinateur, inquiète. « Comment il va? »« Mal, très mal. » Il avait l'air éteint. Un poids familier s'installa dans la poitrine d'Ainor. Elle avait essayé de ne pas penser à Théo ces dernières semaines, de se concentrer sur sa nouvelle chance avec Noé, mais la culpabilité la rongeait. « Il a dit quelque chose? » ?»« Il m'a demandé de tes nouvelles, et puis... » Camille hésita. « Et puis il m'a dit qu'il espérait que tu savais ce que tu faisais. »« C'est tout? » ?»« Non. Il m'a aussi dit qu'il partait. »« Comment ça, il part? » ?»« Mutation. Il a demandé un poste à Londres. Il s'envole la semaine prochaine. » Ainor ferma les yeux. Théo fuyait, exactement comme Noé l'avait fait 8 ans plus tôt. La différence, c'est que cette fois, c'était elle la responsable de cette fuite. Je vais l'appeler. Pour lui dire quoi? Que tu es désolé? Que tu regrettes? Ça ne le ramènera pas. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Si, tu peux. Et tu dois. Tu as fait ton choix, Ainor. Assume-le. Le ton de Camille était sans appel. Elle avait raison, bien sûr, mais cela n'allégeait pas pour autant le poids de sa culpabilité. Ce soir-là, Noé l'emmena dîner dans une brasserie de Saint-Germain. Il était d'humeur joyeuse, lui racontant les derniers développements de son projet immobilier, mais Ainor n'arrivait pas à se concentrer. « Tu es distante ce soir », observa-t-il finalement. « Tout va bien ?» Théo part à Londres. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, sans qu'elle ait eu l'intention de les prononcer. Noé posa sa fourchette et la regarda attentivement. « À cause de nous. En partie, je suppose. Et tu te sens coupable. Ce n'était pas une question. Oui. Tu regrettes ton choix? Non. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Noé tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « L'amour n'est jamais simple, Ainor. Il y a toujours des victimes collatérales, des cœurs brisés, des choix difficiles. Tu parles d'expérience? Je parle d'expérience. » Elle le regarda, intriguée par le ton grave de sa voix. « Il y a eu quelqu'un d'autre? Pendant ces 8 années ?» Noé hésita un instant. « Oui, il y a eu Clara. » Le prénom tomba entre eux comme une pierre dans un lac tranquille. Ainor sentit une pointe de jalousie inattendue lui percer le cœur. Qui était-ce? Une collègue. Architecte comme moi. Nous avons eu une relation pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée amoureuse. Vraiment amoureuse. Elle voulait qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Et toi? Moi, j'étais incapable de l'aimer comme elle le méritait, parce qu'une partie de moi était restée sur ce pont des arts avec toi. Ainor baissa les yeux, digérant cette révélation. Elle aussi, tu l'as fait souffrir. Oui, et ça me hantera toujours. Comment elle a réagi quand tu as rompu? Comme Théo, j'imagine, avec dignité et beaucoup de douleur. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. « Tu crois qu'on a le droit d'être heureux ?» demanda finalement Ainor.
Après tout le mal qu'on a fait autour de nous, je crois qu'on a le devoir d'essayer. Pour eux aussi, d'une certaine façon. Comment ça? Si on gâche cette seconde chance, alors leur souffrance n'aura servi à rien. Le lendemain, Enor était dans son bureau quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Enor Laville? Oui, ici Clara Dubois. Je travaille avec Noé. Le sang d'Enor se figea dans ses veines. Clara, l'ex de Noé. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous rencontrer. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à vous dire. Sur Noé, sur nous, sur vous. Enor hésita. Rencontrer l'ex de l'homme qu'elle aimait ne figurait pas exactement sur sa liste de priorités. Où? Café de la Paix. Dans 1 heure? D'accord. Clara Dubois était exactement comme Enor se l'était imaginé. Élégante, intelligente, avec ce charme sophistiqué des femmes qui évoluent naturellement dans le monde de l'architecture et du design. Elle l'attendait déjà, installée à une table près de la fenêtre. « Merci d'être venue », dit Clara en se levant pour l'accueillir. « Je dois avouer que je suis curieuse. » Elles s'installèrent, l'une en face de l'autre, se jaugeant discrètement. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai voulu vous rencontrer ?» demanda Clara sans détour. « Entre autres choses, parce que je voulais vous mettre en garde. » « Contre quoi? Contre Noé. Ou plutôt, contre l'idée que vous vous faites de lui. » Enor fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Noé est quelqu'un de bien, un homme bon, intelligent, généreux. Mais il a un défaut majeur. Lequel? Il idéalise l'amour, il croit encore aux contes de fées. Il pense qu'il suffit d'aimer pour que tout s'arrange. Et vous ne le croyez pas? Non, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi être compatible au quotidien, avoir les mêmes projets de vie, être capable de traverser ensemble les épreuves banales du quotidien. Où voulez-vous en venir? Clara prit une inspiration profonde. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec un fantôme, avec un homme qui m'aimait bien, qui me respectait, qui faisait des efforts, mais qui n'était jamais complètement présent. Une partie de lui était toujours ailleurs, avec vous. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez lucide. Noé vous aime, ça ne fait aucun doute. Mais il vous aime comme on aime un rêve, comme on aime une perfection inaccessible. Que voulez-vous dire? Pendant 8 ans, il a construit une image idéalisée de vous, de votre relation. Il a oublié vos défauts, vos disputes, vos moments difficiles. Il ne se souvient que du meilleur. Enor sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Et quand la réalité rattrapera le rêve, quand il redécouvrira que vous n'êtes qu'une femme normale, avec vos imperfections et vos limites, vous pensez qu'il va déchanter? Je pense qu'il risque de vous en vouloir, de ne pas être à la hauteur de l'image qu'il s'est construite de vous. Clara se leva, laissant quelques billets sur la table. Je ne vous dis pas ça par méchanceté. Je vous le dis parce que je ne voudrais pas que vous viviez ce que j'ai vécu. Cette impression d'être en concurrence avec un fantôme. Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. Et surtout, ne lui dites pas qu'on s'est vu. Il ne comprendrait pas. Enor resta seul à sa table, l'esprit en ébullition. Les mots de Clara résonnaient dans sa tête comme un avertissement sinistre. Et si elle avait raison? Et si Noé était amoureux d'une version idéalisée d'elle-même qui n'existait plus? Et si cette réconciliation était vouée à l'échec dès le départ? Pour la première fois depuis 3 semaines, le doute s'immisça dans son cœur. Un doute qui allait grandir et la ronger jour après jour jusqu'à l'explosion finale. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec Clara et Enor sentait le doute la ronger de l'intérieur comme un poison lent. Elle observait Noé différemment maintenant, cherchant dans ses gestes, ses regards, ses mots, la trace de cette idéalisation dont Clara l'avait mise en garde. Ce soir-là, il se promenait le long des quais de Seine après un dîner qui s'était déroulé dans une atmosphère tendue. Noé sentait bien que quelque chose avait changé, mais à chaque fois qu'il tentait d'aborder le sujet, Enor éludait. « Tu sais ce qui me manque le plus de notre époque à Cannes ?» dit-il soudain, s'arrêtant près du Pont-Neuf. « Non, quoi. Ces matins où on se réveillait sans savoir ce qu'on allait faire de la journée, cette impression que tout était possible. » Enor le regarda et dans ses yeux, elle lut exactement ce que Clara avait décrit, cette nostalgie béate, cette tendance à magnifier le passé. « Tu idéalises, Noé. » « Comment ça? Ces matins à Cannes. Tu oublies que la moitié du temps, on se disputait sur ce qu'on allait faire, que tu étais obsédée par ton travail même en vacances, que j'étais possessive et jalouse. » Noé fronça les sourcils, déconcerté par ce ton soudain cassant. On était jeunes. C'est normal d'avoir eu des moments difficiles. Justement. Alors arrête de faire comme si c'était parfait. Je ne fais pas comme si c'était parfait. Je me souviens de ce qui était beau. Et tu oublies le reste. Qu'est-ce qui t'arrive, Enor? Depuis 2 semaines, tu es différente.
Elle le regarda longuement, se demandant si elle devait tout lui dire, lui parler de Clara, de ses mises en garde, de ses doutes qui l'empêchèrent de dormir. J'ai rencontré Clara. Les mots étaient assortis d'eux-mêmes. Noé se figea. Clara? Quand? Il y a 2 semaines. Elle m'a contacté. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Eynor hésita, puis décida de jouer carte sur table. Me mettre en garde contre toi, contre nous. Te mettre en garde comment? Elle m'a dit que tu idéalisais notre relation, que tu étais amoureux d'un fantôme, d'une version de moi qui n'existe plus. Noé accusa le coup comme si elle venait de le gifler. Et tu la crois? Je ne sais pas, mais depuis j'observe. Et je vois bien que tu me regardes parfois comme si j'étais une œuvre d'art dans un musée. Intouchable, parfaite. C'est faux. Vraiment? Alors dis-moi ce qui te déplaît chez moi, maintenant. Dis-moi mes défauts. Eynor, non, vas-y. Si tu ne m'idéalises pas, si tu me vois vraiment comme je suis, ça ne devrait pas être difficile. Noé resta silencieux, et ce silence fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Tu vois? Tu ne peux même pas. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Tu es tombé amoureux de tes souvenirs, pas de moi. C'est ridicule. Ah oui? Alors regarde-moi bien, Noé. Regarde-moi vraiment. Je ne suis plus cette fille insouciante de Cannes. J'ai 36 ans. J'ai des rides au coin des yeux. Je suis devenue cynique, parfois méchante. Je bois trop de café, je ronge mes ongles quand je suis stressé, et il m'arrive de passer des journées entières en pyjama à regarder des séries stupides. Et alors? Alors ça ne cadre pas avec ton rêve romantique, si? Noé la regarda, déstabilisé par cette violence soudaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je ne t'aime plus parce que tu as vieilli, parce que tu n'es plus exactement la même. Je veux que tu me dises la vérité. Quelle vérité? Est-ce que tu m'aimes moi ou l'idée que tu te fais de moi? La question resta suspendue entre eux comme une épée de Damoclès. Noé se passa une main dans les cheveux, ce geste nerveux qu'elle connaissait si bien. Je ne sais plus. L'aveu tomba comme un couperet. Eynor sentit quelque chose se briser en elle, mais aussi étrangement un soulagement. Merci de ton honnêteté. Eynor, attends. Non, Noé. Clara avait raison. Tu es amoureux d'un fantôme. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu sais quoi? Moi aussi je suis amoureuse d'un fantôme, du Noé de mes 20 ans, celui qui rêvait de changer le monde avec ses buildings révolutionnaires, celui qui me lisait de la poésie le soir avant de s'endormir. Je suis toujours cette personne. Non? Tu es quelqu'un d'autre, un homme que j'apprends à peine à connaître. Et peut-être que si on s'était rencontrés maintenant, pour la première fois, on ne serait même pas tombé amoureux. Ces mots leur firent mal à tous les deux, mais ils portaient en eux une vérité libératrice. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda Noé d'une voix brisée. « On arrête de jouer aux fantômes. »« Comment ça ?» Eynor prit une profonde inspiration. « On repart de zéro, vraiment de zéro. Comme si on se rencontrait pour la première fois. Je ne comprends pas. Moi, c'est Eynor Laville. J'ai 36 ans, je dirige une société d'événements culturels, j'habite Montmartre, et je sors d'une rupture difficile. Et vous, vous êtes ?» Noé la regarda, décontenancé, puis quelque chose s'illumina dans ses yeux. Il comprit. Noé Dumas, 36 ans également. Promoteur immobilier. Je vis seul avenue Foch et je sors aussi d'une rupture difficile. Enchanté, Noé Dumas. Enchanté, Eynor Laville. Ils se serrèrent la main comme 2 étrangers, et pour la première fois depuis des semaines, Eynor sentit quelque chose d'authentique passer entre eux. « Bon, dit-elle en souriant. Et maintenant? Maintenant, j'aimerais vous inviter à prendre un verre. Si vous êtes libre. Je suis libre. Mais je dois vous prévenir. Je suis assez compliqué. Moi aussi. Et j'ai quelques casseroles. Quel genre de casseroles? J'ai fait une dépression il y a quelques années. Parfois, j'ai encore des moments difficiles. Merci de votre honnêteté. Moi, j'ai tendance à fuir dès que ça devient trop sérieux. On fait une belle paire. Effectivement. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire simultanément. Un rire libérateur qui balaya d'un coup des semaines de tension et de non-dit. « Vous savez quoi ?» dit Eynor en glissant son bras sous le sien. « Je crois qu'on va bien s'entendre. Moi aussi. Mais on y va doucement, d'accord? J'ai eu le cœur brisé récemment par une femme que j'idéalisais. Moi aussi par un homme que je n'arrivais pas à oublier. Alors on prend notre temps. Oui, on prend notre temps. » Ils s'éloignèrent le long de la Seine, 2 inconnus qui venaient de se rencontrer et qui découvraient avec surprise qu'ils avaient peut-être quelque chose à construire ensemble. 6 mois plus tard, Eynor et Noé étaient installés à la terrasse du même café de Montmartre, où ils avaient pris leur premier verre en tant qu'étrangers. Entre eux, il n'y avait plus l'ombre des fantômes du passé, mais la réalité imparfaite et belle d'un amour qui se construisait jour après jour. «
Tu sais ce qui me plaît le plus chez toi? Demanda Noé, en jouant avec les doigts d'Enor. Mes défauts, tes défauts, et ta façon de ronger tes ongles quand tu réfléchis. Et moi, tu sais ce que j'aime chez toi? Dis-moi, ta façon de me regarder comme une femme normale, imparfaite mais réelle. Tu es réelle, magnifiquement réelle. Elle sourit et se pencha pour l'embrasser. Tu crois qu'on va y arriver cette fois? Je ne sais pas, mais on va essayer, vraiment essayer. Sans idéaliser, sans idéaliser, sans fuir, sans fuir. Alors on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Et pour la première fois de leur vie, ils n'avaient pas besoin de se promettre l'éternité. Il leur suffisait de se promettre le présent. Un jour après l'autre, un baiser après l'autre, une vérité après l'autre. L'amour, le vrai, ne se conjuguait pas au passé parfait ni au futur antérieur. Il se conjuguait au présent de l'indicatif, simplement. Fin, croyez-vous qu'il soit possible de reconstruire un grand amour après des années de séparation? Ou certaines relations sont-elles destinées à rester uniquement de beaux souvenirs du passé? Aénor et Noé ont prouvé que parfois nous devons tuer nos fantasmes romantiques pour renaître comme des personnes réelles. Mais est-ce que nous avons tous le courage de choisir la réalité imparfaite au lieu du rêve parfait? Et vous, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui a disparu de votre vie sans explication? Ou croyez-vous que certains adieux doivent être définitifs? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.